Claude Nolibé. Pendant 10 ans, cet homme a été accusé du pire des crimes, l'assassinat de sa fille. Une gamine de 18 ans qu'on a retrouvée poignardée au pas de sa porte. Pendant 10 ans, il a tout supporté. Les ragots, la prison, la solitude. Et il a tout perdu. Son travail, ses amis, sa maison. Jusqu'à ce que le véritable meurtrier de Caroline soit enfin identifié. Par le plus grand des hasards. 31 juillet 1991. Il est presque 11h du soir. Dans le Lot-et-Garonne, la petite ville de Clérac s'endort. Quand tout à coup, Claude Nolibé entend des gémissements. Son chien est malade, alors il jette un œil par la fenêtre. Et là, il distingue une masse sombre, couchée devant le portail. Il descend aussitôt, mais ce n'est pas son chien qu'il trouve par terre, à l'agonie. C'est sa fille. Caroline est allongée au sol, la tête retenue au portail par sa cravate. Claude Nolibé la détache, la retourne sur le dos. Caroline est couverte de sang, mais toujours vivante. Il court chez lui pour appeler les secours, mais son téléphone est cadenassé et dans la panique, il ne parvient pas à le débloquer. Alors, il file chez son voisin. Monsieur Nolibé a sonné à la porte. Et alors je me suis levé et puis j'ai dit qu'est-ce qu'il y a? Et il m'a dit je crois qu'on a tué ma fille. Ah bon? Et voilà. Alors il me dit tu peux venir me voir. Alors, en effet j'y vais voir et puis moi j'ai trouvé elle était morte quoi. Alors j'ai dit on va appeler le docteur, peut-être elle n'est pas morte mais bon. Et alors le docteur arrive et il dit elle a été tuée quoi. Caroline Nolibé avait 18 ans. Elle est morte pendant que son père allait chercher de l'aide. Aussitôt, les voisins préviennent l'ex-femme de Claude. Moi, je pensais qu'elle avait juste un accident. En arrivant, elle aurait pu se faire accrocher ou par quelqu'un ou une voiture, on ne sait jamais des fois. Je pensais juste qu'elle avait un accident. Et quand je suis arrivée là-bas, c'est le docteur qui m'a dit qu'elle était décédée. Face aux parents en état de choc, le médecin prend les choses en main. C'est le docteur qui a téléphoné, je pense, aux gendarmes. Et puis ils sont arrivés bien un bon moment après, quoi. La scène de crime se serait déroulée vers 22h30. Le corps de la victime est retrouvé ensanglanté. Manifestement, elle avait reçu un coup de couteau. Les gendarmes entendent d'abord le père de Caroline, le premier témoin. Le père de la victime nous dit dans sa première audition qu'il retrouve le corps de sa fille pratiquement pendu au portail, en tout cas retenu par une cravate qui est restée bloquée dans le portail. Sur place, les gendarmes ne trouvent ni l'arme du crime, ni de traces de lutte. Les indices qu'ils relèvent sont maigres, une empreinte de semelle près du portail et quelques mégots. Ils saisissent aussi le parapluie de Caroline. Claude Nolibé explique qu'il a découvert sa fille, le cou pendu au portail. Or, en arrivant, les gendarmes ont trouvé Caroline couchée par terre sur le dos, une blessure en plein cœur. Le père de la petite est couvert de sang et surtout très confus. Dans la maison, les gendarmes remarquent du sang sur le sol de la véranda, sur le volet droit de l'entrée, sur une table, un interrupteur et le téléphone. Et là encore, Claude Nolibé a du mal à s'expliquer. On peut s'expliquer qu'il y a des explications confuses qui ne se rappellent pas de tout, puisqu'il vient de découvrir sa fille agonisante devant chez lui. Mais il y a de nombreuses contradictions qui viennent à jour, notamment le cadenas posé sur le téléphone, avec les difficultés qu'il a eues d'obtenir le médecin. Mais quand les gendarmes entendent le médecin, il explique qu'il n'a eu aucun problème pour les appeler depuis le téléphone de la maison.
poursuivant leur constatation, les enquêteurs découvrent un trousseau de clés dans la serrure extérieure de la porte d'entrée. Claude Nolibé indique que c'est celui de sa fille. Il explique qu'ils avaient l'habitude de laisser leurs clés dans un sac à pain à l'extérieur de la maison. Ce soir-là, en fouillant dans le sac, Claude Nolibé a dû se tromper. Il a pris les clés de Caroline pour rentrer chez lui en début de soirée et il les a laissées sur la porte. Le problème, c'est que son ex-femme le contredit. Elle affirme que sa fille avait ses clés quand elle est passée chez elle une demi-heure avant sa mort. Et elle est arrivée, elle a posé ses clés sur la table. Et que même mon copain, il la faisait fâcher, il voulait prendre ses clés parce qu'il y avait un petit cœur blanc entouré de rouge, entouré de dentelle blanche. Elle les a posées sur la table et quand elle est partie, elle a repris ses clés, elle est partie. Si ce sont bien les clés de Caroline, pourquoi les aurait-elle laissées sur la porte? Et pourquoi son père a-t-il affirmé que c'est lui qui les avait utilisées? Pour éclaircir cette histoire de clés, les gendarmes conduisent les parents de Caroline au poste. Les vêtements de Claude Nolibé sont saisis, ainsi que 3 couteaux pour analyse. L'enquête de voisinage attendra le lendemain. Et on a été interrogés, chacun notre tour, à la gendarmerie. Disons qu'ils n'ont pas cherché à savoir, je ne sais pas moi, à chercher autour de la maison, ou ils nous ont carrément amenés à la gendarmerie, ils sont venus avec nous, donc ils n'ont pas cherché à savoir s'il y avait des traces autour de la maison, et comme il avait plu un peu, ils ont dit qu'il pouvait pas, il n'y avait pas de traces parce qu'il avait plu un petit peu. La recherche d'indices s'arrête donc au portail de la maison. Dans la nuit, le corps de Caroline Nolibé est transporté à l'hôpital d'Agen pour y être autopsié. Maître Michel Gonel, vous êtes l'avocat de Claude Nolibé. Pourquoi est-il placé en garde à vue? Il est placé en garde à vue parce qu'il est le premier témoin. Il est sur place. C'est lui qui a trouvé le corps de la victime, qu'il a d'ailleurs déplacé, il ne le conteste pas. Et lorsqu'il les suit en garde à vue, il n'imagine pas être soupçonné à proprement parler. C'est un homme simple, mais il se rend compte assez vite qu'on lui pose des questions précises et il se sent déjà suspecté. Les enquêteurs s'intéressent beaucoup à une histoire de clés retrouvée sur la porte des Nolibé. Pourquoi ça les intéresse à ce point-là? Les enquêteurs imaginent que Caroline a mis elle-même ses propres clés dans la serrure, qu'elle est rentrée dans la maison et que le crime a été commis par Claude Nolibé à l'intérieur de la maison. C'est ça qu'imaginent les enquêteurs. Et que se passe-t-il donc à l'issue de cette garde à vue? Il va être relâché, il est un petit peu rasséréné, mais néanmoins, dans le village, il comprend très vite qu'il est montré du doigt et il comprend très vite que cette première garde à vue a laissé des traces dans tout son entourage. Donc il est d'ores et déjà le coupable idéal et le coupable pour beaucoup de gens. Le père s'est expliqué, c'est maintenant au légiste d'apporter de nouveaux éléments aux gendarmes. Jean-François Lortie, vous êtes le médecin légiste qui a procédé à l'autopsie du corps de Caroline Nolibé. C'était le 5 août 1991. Quelles sont vos premières constatations? Les premières constatations ont permis de trouver 4 lésions externes. Une zone contuse au niveau de la paupière supérieure gauche, une zone contuse au niveau de l'arête nasale sur la partie droite, une plaie de l'angle du maxillaire droit et enfin une plaie thoracique antérieure. D'autre part, nous avons constaté l'absence de signes de strangulation, l'absence de violence sexuelle et l'ensemble des analyses qui ont été faites par la suite sont revenues négatives au point de vue recherche et au point de vue toxicologie. Ça, ce sont vos observations externes. Vous la déshabillez, c'est ce que vous voyez d'abord. Ensuite, vous allez procéder à l'examen complet du corps. Et que nous dit cette plaie thoracique? Cette plaie thoracique a été portée perpendiculairement au plan du corps, pratiquement à l'horizontale. Elle a sectionné une côte, a pénétré dans le péricarde et a terminé sa course dans le ventricule droit en provoquant une plaie de 4 cm
de la face antérieure du ventricule droit, mais elle n'a pas traversé complètement le cœur. Est-ce que la mort est instantanée? Non, la mort n'a pas été instantanée, elle est survenue environ 10 à 15 minutes après le coup de couteau. Caroline Nolibé a été retrouvée allongée face contre terre, mais elle a pu se déplacer après avoir été poignardée. Caroline Nolibé ne présente aucune marque de défense et son meurtrier n'a pas cherché à la violer. Il lui a tranché le cœur et l'a laissée agoniser. Pour les gendarmes, ça n'a pas de sens. Pourquoi cette gamine a-t-elle été tuée? Qui pouvait lui en vouloir au point de lui planter un poignard dans le cœur? Caroline est une fille du pays, la 3e enfant d'une famille modeste. Le père Claude est cariste en usine, la mère ouvrière agricole. Les 2 frères de Caroline ont quitté la maison. Depuis quelques mois, sa mère a refait sa vie avec un autre homme. Caroline a choisi de rester vivre avec son père. Ses parents venaient de se séparer, mais bon, je sais qu'elle était très proche de sa maman, qu'elle se voyait pratiquement tous les jours. Ça, il n'y avait aucun souci. Mais enfin, bon, son papa n'était pas toujours là, il travaillait, donc elle avait la maison pour elle toute seule, elle recevait son petit monde, ses amis, et voilà quoi. Je crois qu'elle avait son petit rôle de femme. Faire le ménage, préparer à manger, elle se débrouillait, quoi. Elle savait se débrouiller. Disons qu'elle ne se laissait pas faire. Si elle avait envie de répondre à son père ou de lui dire quelque chose, elle lui disait. Elle avait le caractère de son père un peu. C'était elle qui faisait les chèques quand il y en avait à faire, tout ça. Oui, je pense qu'elle menait un peu... Que son père, je pense qu'il se déchargeait un peu sur elle, quoi. Les courses, le ménage, les comptes. À 18 ans, Caroline gère tout sans broncher. Elle vit simplement avec son salaire d'ouvrière. Elle travaille à la chaîne où elle conditionne des haricots verts. Quant à sa vie sentimentale, c'est un mystère. Des petits copains, oui, mais des copains attitrés, je n'en ai jamais connu aucun, quoi. Mais des petits copains, oui, elle en avait depuis l'école, des copains de ses frères, tout ça, des copines, mais aucun attitré, je n'en connaissais pas. Je sais qu'elle avait quelqu'un en vue, mais bon, ça restait toujours très discret. Et, voilà, j'en savais pas plus, quoi. Une fille sans histoire. Ça laisse peu de pistes aux gendarmes. Alors ils reconstituent son emploi du temps de la soirée. Ils interrogent tous ceux qui l'ont croisée. Caroline devait se rendre à une fête avec son amie Valérie. Ce soir-là, c'est 9h, 9h30, je crois, je me souviens plus très bien. Et donc, je devais passer la prendre et elle n'était pas là. Elle était partie chez un ami. Et donc, on devait se rejoindre et j'étais un petit peu en colère après elle parce qu'elle n'était pas là. Donc, son père sort et m'explique, oui, elle est partie manger chez sa mère ou chez Albert, je ne sais pas, si tu veux la rejoindre. Et en fait, je ne suis pas allée la rejoindre. J'ai dit, mais tant pis pour elle, elle savait que je devais passer la prendre, je m'en vais. Visiblement, Caroline a changé ses plans sans prévenir personne. Elle a préféré retrouver son meilleur copain, Albert. Elle avait mangé avec Albert. Et après, Albert l'avait accompagné, il était à Mobilette à l'époque, il l'avait accompagné jusque chez nous, et après il était parti. Nous, on était juste arrivés, on était allés ramasser des haricots à la parade, et on était juste arrivés, j'étais en train d'équeuter mes haricots. Elle devait partir le week-end d'après à Biscarrosse avec des amis et un petit copain, mais je ne connaissais pas. Elle était venue justement demander si on n'avait pas une toile de tente à leur prêter. Pour partir, donc, c'était le mercredi, ils devaient partir le vendredi ou le samedi. Et elle venait voir si on avait une toile de tente. Et on a discuté un peu, elle a plaisanté un peu avec mon compagnon. Et puis après, je suis allée prendre ma douche, elle a attendu que je sorte, et puis elle m'a dit « je m'en vais ». Albert devait participer à ce week-end entre copains à Biscarrosse. Cela fait de lui un témoin intéressant. Les vérifications auprès de son ami nous prennent beaucoup de temps parce que c'est quand même une des dernières personnes à l'avoir vue vivante. On apprend qu'ils travaillaient ensemble, donc ils avaient un lien professionnel, un lien amical, connu et reconnu de tout le monde. Les gendarmes vérifient son emploi du temps. Mais cette nuit-là, Albert l'a passé à l'usine. Donc ce sont des vérifications qui ont été faites et qui ont disculpé complètement, bien sûr, ce jeune homme. Reste l'hypothèse de la mauvaise rencontre.
Caroline a peut-être été agressée en sortant de chez sa mère. Les gendarmes minutent précisément son trajet, 1,5 km qui la sépare de chez elle. Ce qui est sûr, c'est que très peu de temps s'est passé entre le départ de cette jeune fille de chez sa maman et le fait que son père la retrouve agonisante devant chez elle. Elle aurait déjeuné aux alentours de 20h avec son amie et elle se serait rendue chez sa mère vers 21h30, 21h45, d'où elle serait repartie vers 22h10, sachant qu'elle met une dizaine de minutes pour rejoindre son domicile. Elle effectuait ce parcours à pied comme chaque fois qu'elle le faisait. Elle a mis le même laps de temps qu'habituellement, donc elle n'a pas été, si vous voulez, retenue sur son trajet. Donc, pour nous, soit elle était attendue, soit elle a été suivie. Bon. Compte tenu de cet emploi du temps, tout s'est donc passé très vite. D'après les gendarmes, entre le moment où Caroline a passé le portail et celui où son père l'a retrouvée, 8 minutes maximum se sont écoulées. À ce stade, les gendarmes n'y voient toujours pas plus clair. Qui pouvait en vouloir à Caroline ? L'assassinat de cette jeune fille de 18 ans laisse tout le monde perplexe. À Clérac, une petite ville de 2000 habitants, la mort de Caroline est un choc. Elle n'avait que 18 ans, elle a été tuée devant sa porte. Et puis c'était des gens modestes, sans histoire. En quelques heures, les Nolibé se retrouvent au centre de toutes les conversations. Ça fait une traînée de poudre quand même. Ça, le matin, tout le monde était au courant. Je crois que le bouche à oreille, là, ça va. Avant que ça sorte dans les journaux, tout le monde à Clérac savait qu'elle a été tuée. Un coup de couteau en plein cœur, du jamais vu dans le pays. Une histoire de fou. D'ailleurs, le meurtrier est peut-être un fou. Un fou qui court toujours dans la ville. Ça m'a traversé l'esprit, oui, de savoir. On pensait de suite à quelqu'un du village. Des fois, un détraqué ou un mec qui s'échappait, ou vous savez, on en voit tellement. On pense de suite à quelqu'un du village, quoi. Et chacun y va de son hypothèse. Moi, j'ai pensé que quelqu'un l'a attendu là au coin. Il pleuvait ce soir-là. Et il y avait des marques comme ça profondes, quoi. C'était bien marqué. Et alors, j'ai pensé, là, il y a quelqu'un qui l'a attendu. Et c'est lui qui l'a tué, mais qui ? On parle d'une voiture rouge qui serait passée dans l'allée, donc il y a un meurtrier qui est dans les environs. Voilà, ça c'est sûr que ça jette un coup de froid, quoi. Mais en ville, on apprend vite que les gendarmes concentrent leurs recherches sur les proches de Caroline. Du coup, les regards se portent sur eux. C'est vrai que les gens, à ce moment-là, on vous regarde, on essaye de vous parler un petit peu. Des gens qui vous adressent jamais la parole viennent vous poser quelques questions. Tout le monde suspecte tout le monde. Reste que la seule personne qui a passé la nuit en garde à vue, c'est le père. Il n'y a peut-être pas de fumée sans feu. La petite Nolibé a été assassinée. C'est ce qu'on a entendu. Et qui a fait le coup, on a arrêté le père, donc c'est le père. Le père, coupable. Petit à petit, l'idée s'enracine. Ce meurtre sauvage a forcément une explication. Et comme toujours, la rumeur se charge d'en trouver une. Après tout, Caroline l'a peut-être cherché. On n'arrête plus les mauvaises langues. On ne connaissait pas trop ses fréquentations, mais il y avait toujours des ouïdirs qui disaient qu'elle voyait des gitans, qu'elle voyait des gens un petit peu qui touchaient à la drogue, mais c'était toujours entre guillemets. Mais c'est vrai que les ragots ont mené bon train. Il y a beaucoup de rumeurs qui font état qu'elle était une fille facile. Ça nous a conduit à faire beaucoup d'investigations de façon à écarter beaucoup de pistes qui auraient pu se dévoiler du fait des nombreuses rencontres qu'aurait faites cette jeune fille. De fille tranquille
Caroline passe bientôt pour légère. Les gendarmes n'y croient pas vraiment, mais il faut tout vérifier. Et c'est vrai que ça nous a fait partir dans des hypothèses les plus irréalistes. Ces rumeurs qu'on a entendues un petit peu plus tard accréditaient la thèse qu'elle se livrait à la prostitution. Une fille facile, qui vit avec son père et qui le mène à la baguette. En quelques jours, tout le monde finit par trouver ça malsain. On lui attribue des relations incestueuses avec sa fille puisqu'il vivait avec elle donc au quotidien. Claude Nolibé est divorcé et ça va très très vite. Les rumeurs les plus folles se répandent dans la ville. Il y en a même qui ont dit tiens, il a perdu sa deuxième femme. À ce moment-là, je trouvais ça un petit peu dégueulasse, quoi. J'ai pas compris pourquoi les gens, les journalistes de l'époque, ceux qui écrivaient les journaux, tout ça, je me demande même s'ils sont allés interviewer vraiment les gens qu'il fallait, parce que c'était du grand n'importe quoi. Moi, je les entendais des fois après par d'autres gens me les répéter, mais moi je disais qu'ils disaient, ils savaient pas ce qui s'était passé, puis ils racontaient n'importe quoi. J'ai laissé faire, qu'est-ce que vous voulez dire? En quelques jours, les Nolibé voient leur vie s'écrouler. Leur fille à peine assassinée, sa mémoire est piétinée et l'honneur de son père bafoué. C'est dans ce contexte qu'ont lieu les obsèques de Caroline. Le 7 août, une semaine après le meurtre, la foule se presse à l'église et au cimetière de Clairac. Pour les gendarmes, c'est l'occasion de surveiller les uns et les autres, et surtout Claude Nolibé, car le père de Caroline est leur principal suspect. Le 7 août, tout Clairac assiste aux obsèques de Caroline. Mais l'ambiance n'est pas vraiment au recueillement. Les gendarmes sont là et leur surveillance ne passe pas inaperçue. Ce qui m'a le plus choqué, c'est effectivement tous ces enquêteurs qui observaient, on se sentait tous observés parce que ils observaient personne par personne. La foule, elle, a les yeux rivés sur Claude Nolibé. La foule et la justice. Car le procureur de la République de Marmande a lui aussi sa petite idée sur l'affaire. Les déclarations souvent confuses du père et son attitude prostrée font de lui un suspect parfait. C'est le procureur de la République de Marmande de l'époque qui a, avec des éléments, à mon avis, très futiles, une histoire de clé, enfin des trucs... j'ai de la suspicion sur lui, quoi. Et à partir de là, il se fait son intime conviction et il braque les gendarmes sur Claude Nolibé. Claude Nolibé est soupçonné d'être le seul témoin, mais aussi d'avoir tué sa fille. Des soupçons, mais il manque de preuves. Les gendarmes réinterrogent tout le monde. Valérie, l'amie de Caroline, est de nouveau entendue. Cette fois, les questions se concentrent sur le fameux trousseau de clés. Le 31 juillet vers 21h, quand elle est venue chercher Caroline, elle en a bien vu un dans la serrure. Au départ, c'est une question comme une autre, puisqu'on retrouve un trousseau, paraît-il, sur la porte. Je ne sais même pas quel trousseau on retrouve sur cette porte. Donc moi, je dis à ce moment-là ce que j'ai vu quand je suis arrivée, pourquoi je me suis arrêtée, parce que j'ai vu un trousseau de clés sur la porte. Donc je me suis dit, il y a quelqu'un. Donc je m'arrête et je vois que c'est pas le trousseau de Caroline, quoi. C'est le trousseau de Monsieur Nolibé. Les clés de Claude Nolibé, alors que ce sont celles de Caroline qu'on a retrouvées dans la serrure juste après le meurtre. Face à ce nouvel élément, les gendarmes interrogent encore une fois Claude Nolibé. Tout ceci montrait qu'à l'évidence, il n'était pas totalement à l'aise dans ce dossier. Et tout ceci a conduit, je vous le dis, donc à le placer une deuxième fois en garde à vue. Maître Michel Gonel, votre client est placé en garde à vue une deuxième fois le 12 août. Ce nouvel interrogatoire est beaucoup plus dur que le premier. Il est particulièrement féroce. Claude Nolibé me raconte que dans les locaux de la gendarmerie, on dessine sur le sol un cercle à la craie
On le place debout au milieu de ce cercle, avec interdiction de sortir du cercle. Nous sommes en plein mois d'août, il fait très chaud. Claude Nolibé, à plusieurs reprises, dit qu'il a soif, qu'il voudrait boire. On va placer un verre d'eau à sa vue au bout de la table, en lui disant « Tu auras ton verre d'eau quand tu nous auras enfin dit la vérité », ce qui veut dire quand tu auras enfin avoué d'avoir tué ta fille. Néanmoins, cet homme simple, qui n'a jamais eu affaire à la justice avant, restera très clair, très précis pour dire que jamais il n'a eu même l'idée de tuer sa fille. Pensez-vous que les rumeurs ont pu orienter le travail des enquêteurs sur Claude Nolibé? Bon, je crois que ce n'est pas la rumeur qui a créé l'écran de fumée, c'est l'obstination des enquêteurs sur une piste unique. Et c'est toujours comme ça que se produisent les erreurs judiciaires. Quand on a une obsession et une piste unique, quand les recherches ne sont pas tous azimuts. Au départ d'une enquête aussi délicate, on n'a pas regardé s'il y avait d'autres pistes. Claude Nolibé est donc inculpé pour assassinat le 14 août 1991, 2 semaines après la mort de sa fille. Claude Nolibé est placé en détention. La juge d'instruction a l'espoir de le faire craquer, car elle manque de preuves. Le 16 août, elle ordonne une nouvelle perquisition de la maison. On va chercher le père en prison et son comportement déroute les gendarmes. Moi, je me souviens que lors du transport en voiture, Monsieur Nolibé plaisantait avec nous. Il lui est même arrivé, et ça j'en ai un souvenir énorme, il lui est même arrivé de raconter une blague. C'était quand même quelque chose de relativement anormal pour une personne qui venait de perdre son enfant, d'autant plus un meurtre. Les gendarmes pensaient avoir relevé toutes les traces de sang dans la maison la nuit du meurtre. Mais l'expert fait de nouvelles découvertes. À l'intérieur du domicile, nous avons trouvé différents éléments qui nous ont troublés. Premièrement, il y a eu des traces de sang trouvées dans un évier. Nous avons également trouvé dans la chambre de la victime de nombreux vêtements qui étaient manifestement souillés de sang, ce sang étant lavé. Bien sûr, ces vêtements nous ont interpellés. Et l'expert qui était présent avec nous maintenait que c'était du sang lavé. Donc ces vêtements ont été saisis et remis à la justice pour expertise. Les conclusions de l'expert arrivent sur le bureau du juge 2 jours plus tard. Elles ne vont pas arranger les affaires du père de Caroline. Dominique, qu'est-ce qu'il dit exactement, ce rapport? Ce rapport, d'abord, Frédéric, il est rédigé par Loïc Le Ribot, qui à l'époque est le père de la police scientifique privée en France. C'est une sommité. Ce qu'il dit, c'est parole d'évangile. Donc, on lui demande de travailler à partir de photos qu'il va observer, les photos qui ont été faites par les gendarmes sur la scène de crime. Lui, l'expert, va aller sur place 2 fois, mais 15 jours après, autant dire que la scène de crime, elle a vraiment changé. Le juge lui demande, 1, d'examiner les traces de sang sur toute la scène de crime, 2, de commenter la position de la victime, 3, d'étudier ses blessures. Alors, quand l'expert va rendre son rapport, effectivement, il y a plusieurs points qui sont contradictoires avec la version donnée par Claude Nolibé. Alors, premier point contradictoire. Le père de Caroline Nolibé dit qu'il a retourné le corps de sa fille. Elle avait les jambes croisées. Quand il retourne son corps, ses jambes se décroisent. Seulement, l'expert, lui, dit que l'angle constaté du déplacement des jambes de la victime ne peut pas correspondre aux déclarations de Claude Nolibé. Première contradiction. Deuxième point, le pantalon de M. Nolibé est imprégné de sang. Normal, il s'est penché sur sa fille. Imprégné de sang, mais l'expert dit ça, c'est normal. En revanche, ce qui est anormal, c'est que sur le pantalon de M. Nolibé, il y a aussi des giclures de sang. Et l'expert dit, ces giclures, elles demandent à être expliquées, entre guillemets. Troisième point, quand M. Nolibé sort de chez lui, il est en pantalon, torse nu. Après le crime, les gendarmes vont le photographier. Il est couvert de sang. Il en a sur le pantalon, on vient de le dire. Il en a dans les mains, il en a sur les avant-bras, il en a sur le visage, notamment sur la joue droite. Il s'est penché sur sa fille. Mais il n'a aucune trace de sang sur le torse. Et l'expert trouve ça anormal. Il dit c'est très difficilement explicable, sauf si M. Nolibé portait un t-shirt
ou une chemisette. Et dernier point, et pas des moindres, à propos de cette trace de sang qu'on retrouve sur le volet droit à l'entrée de la maison. Monsieur Nolibé dit, c'est peut-être ma main, j'ai peut-être posé ma main à cet endroit-là, ma main couverte du sang de ma fille. Eh bien, l'expert dit, ça n'est probablement, cette trace, pas due au contact d'une main ensanglantée. Lui voit autre chose. L'expert dit, c'est un objet ensanglanté dont la surface est lisse qui a provoqué cette trace. Et il écrit dans son rapport, il pourrait s'agir de la veste en cuir de la victime. Ce qui veut dire que, pour l'expert, la victime serait arrivée jusqu'à la porte de la maison. La trace de sang, elle est exactement à la hauteur du cœur de Caroline, c'est-à-dire qu'elle correspond. Elle sera à cet endroit-là. Donc, quand les gendarmes et le juge reçoivent ce rapport, autant vous dire qu'ils sont persuadés, le juge et les gendarmes, que Caroline Nolibé, elle est entrée dans la maison. Maître Gonel, le rapport de l'expert en traces de sang accable votre client. Comment Claude Nolibé explique-t-il les traces de sang qu'il a sur lui? Alors, Claude Nolibé s'est penché sur le corps de sa fille pour écouter son cœur, et au moment où il fait ce geste naturel, il constate qu'elle n'est pas morte. Et on sait qu'elle a une plaie du péricarde, qu'elle a une plaie du cœur. Par conséquent, on imagine bien que quelqu'un qui est blessé au cœur rejette du sang. Il est aspergé par le sang de la victime. Ça me paraît quelque chose d'absolument compréhensible. Alors, votre client a effacé des traces de sang sur le volet. Et c'est une des raisons qui alimente les soupçons. En fait, on n'a jamais su si c'était vraiment lui qui les avait effacés. Mais, poussé dans ses retranchements, il a admis qu'il avait pu les effacer. Si ce sont des traces de sang de Caroline, on peut comprendre qu'il veuille effacer sur la porte de sa propre maison dont il franchit le seuil plusieurs fois par jour, des traces de sang de son propre enfant. Ça n'est pas la volonté de faire disparaître des preuves, c'est la volonté peut-être de faire en sorte qu'il ne voie plus sous ses yeux le sang de sa propre fille qui a été tuée quelques jours auparavant. Les experts diront après que ces traces de sang essuyé auraient pu être essuyées par le blouson de Caroline. Et la vraie hypothèse, qui peut-être est la bonne, est que Caroline se soit avancée jusqu'au seuil de la maison, ait mis elle-même ses propres clés dans la serrure et se soit, dans un premier temps, appuyée contre le volet au point de laisser des traces avec son blouson, et après elle a pu revenir vers le portail, soit pour le refermer, et c'est à ce moment-là qu'elle aurait chuté et qu'elle se serait affalée. Par conséquent, il n'y a pas de mise en scène vraisemblable dans cette affaire, et ce que disait l'expert du Carme était accréditer la thèse d'une mise en scène. Bon, ça n'est pas vraisemblable. Claude Nolibé, c'est un détenu enragé Pas du tout. Je rencontre un homme très calme, un homme extrêmement serein, et je me souviens très bien de lui avoir fait cette observation d'entrée en lui disant « Mais écoutez, monsieur, j'ai une fille moi-même qui a l'âge de la vôtre. Si on m'accusait de l'avoir tuée, je serais furieux, je crierais toute la journée, je taperais ma tête contre les murs, je hurlerais. » Et lui, comment il explique son calme? Il me dit « Mais maître, mais pourquoi voulez-vous que je fasse tout ça? Ils vont bien finir, puisqu'ils sont tous très savants et très intelligents, ils vont bien finir par se rendre compte que ce n'est pas moi le coupable. » Pour éclaircir les déclarations de Claude Nolibé, la juge d'instruction ordonne une reconstitution. Elle a lieu le 16 septembre, presque 2 mois après le crime. Les gendarmes et les magistrats n'attendent plus que les aveux du père. On lui avait serré les menottes dans le dos, il avait le dos courbé. Oh là là, ça m'a fait de la peine. Franchement, ça m'a fait de la peine. Quand j'ai vu ça, je me suis dit, putain, on n'est pas en France, là, on est ailleurs. Mais c'est vrai que ça m'a fait de la peine. L'image était celui, on veut le faire avouer. Claude Nolibé se plie docilement à toutes les demandes de la juge. Il refait chacun des gestes qu'il a accomplis la nuit du drame, persuadé que son innocence sautera aux yeux. Mais les heures passent. Pendant 7 heures, Claude Nolibé joue et rejoue la même pièce macabre. Dans une maison qui porte encore les traces du sang de sa fille.
7 heures à supporter les soupçons humiliants. Maître Gonel, cette reconstitution, vous vous en souvenez, votre client a craqué. Oui, je m'en souviens très bien, parce que c'était l'un des moments les plus forts. Jusque-là, Claude Nolibé avait été d'un calme absolu. On a utilisé un mannequin, on a badigeonné le mannequin avec de la sauce tomate pour représenter le sang de la victime. Et à un moment, le juge a demandé à Claude Nolibé de se saisir du mannequin comme il s'était saisi de sa fille au moment où il a retourné son corps, pour voir comment les traces de ce substitut de sang pouvaient s'imprégner sur son buste, etc. Et à ce moment-là, en un éclair, Claude Nolibé s'est révolté, très fortement, en disant « Non, ça, vous ne me le ferez jamais faire ». À ce moment-là, on a senti que Claude Nolibé était devenu plus fort que les enquêteurs, car il y a eu un silence total, un silence de respect par rapport à cet homme qui se révoltait pour la première fois par rapport à l'accusation la plus atroce qu'on puisse faire à un homme, c'est-à-dire d'avoir poignardé sa fille en plein cœur. La reconstitution n'est pas concluante. Alors 10 jours plus tard, le 27 septembre, la juge libère Claude Nolibé, malgré l'opposition farouche du procureur de la République. Mais le père n'en a pas fini. 4 jours après sa sortie, une nouvelle perquisition a lieu. Cette fois, les gendarmes saisissent des éponges dans l'évier où l'expert a retrouvé du sang de Caroline. La justice s'acharne. Si Claude Nolibé est bien le coupable, elle doit le prouver. Elle doit aussi trouver un mobile à cet assassinat. Alors, on plonge dans la vie de Claude Nolibé. Un psychiatre l'expertise pour découvrir que le père et la fille entretenaient une relation fusionnelle. Une relation de dépendance qui trouve ses racines dans l'enfance de Claude Nolibé. L'homme est né à Clairac en 1939 dans une famille modeste. Il a 3 frères et 2 sœurs avec lesquels il partage une enfance assez triste. Il a perdu sa mère, il avait que 9 ans. Et après, il a été un peu déplacé entre ses 2 sœurs. Il avait été un peu chez l'une, élevé un peu chez l'une, un peu chez l'autre, quoi. Disons qu'il n'avait pas eu une enfance très heureuse. Son enfance, Claude Nolibé la décrit sobrement. Au psychiatre, il dit « Dans ma vie, il y a la mort partout. Chez nous, il n'y a que du malheur. » Il donne un récit biographique, effectivement, où la mort balise son histoire. La mort première, c'est la mort de sa mère, dont d'ailleurs on remarquera qu'il ne peut rien dire sur sa mère, mais rien. C'est tout à fait étonnant. Mais il ne sait rien non plus de la famille de sa mère. Il ne sait rien de l'histoire de sa mère. Il sait que c'était une bonne mère, dira-t-il. Ensuite, la mort, c'est la mort de ses frères et sœurs. Donc, effectivement, il dit que sa vie a été un long cauchemar dont le point final est horrible, et la mort de sa fille. Mais la mort pour Claude Nolibé, c'est aussi celle de son couple. Quand la mère de Caroline l'a quitté, dit-il, elle l'a laissé comme orphelin. Sa femme Claude Nolibé, pour lui c'était sa vie, donc elle a trouvé une personne, elle est partie avec du jour au lendemain, donc ça a été un grand choc pour lui, quoi. Heureusement, je pensais qu'il avait sa fille pour continuer un petit peu à vivre, à garder la tête un petit peu hors de l'eau, parce que sans quoi il aurait fini par sombrer dans la dépression la plus totale. Dans cette séparation déchirante, Caroline est devenue une bouée de sauvetage pour son père. Sa présence était rassurante. C'est tout ce que demandait Claude Nolibé. Au plan des liens affectifs et de ce qui se jouait, cette fille apparaissait pour lui comme étant quelque chose qui faisait partie de lui. Sans sa fille, il ne pouvait pas avancer. Plus il était lié avec sa fille, plus sa fille disparaissait dans ce lien. Et
Il est incapable de rien dire, sa fille. Si elle était grande, petite, blonde, brune, si elle aimait ceci, si elle aimait cela. À 18 ans, Caroline est ainsi devenue la mère que Claude Nolibé n'a pas eue, la maîtresse de maison qu'il a perdue. Un rôle principal que Caroline a pris très à cœur, parfois même un peu trop. Peu à peu se dessine cette fille avec laquelle il va vivre. Et là, on découvre une caricature. C'était véritablement la fée du logis, mais au sens le plus profond. Elle s'occupait de tout, elle faisait tout, elle était totalement totale pour tout. Mais au-delà, elle avait une espèce de mainmise, d'emprise sur la maison, l'organisation et lui-même, incroyable quand on l'écoute. Une fois, son père était parti en vacances avec une de ses amies. Alors elle râlait un peu parce qu'elle m'a dit oui, il faut que je rentre à la maison parce que papa il rentre ce soir, il faut que je prépare le repas. Et il peut se le faire. Elle râlait un peu, quoi. Enfin, après elle le faisait. Mais elle râlait. Elle aimait pas trop qu'il mène quelqu'un à la maison, quoi. Elle voulait bien qu'il fasse ce qu'il veut, mais pas qu'il ramène trop quelqu'un à la maison. Elle n'était pas très d'accord. À la maison, c'est Caroline qui commandait. Et ça ne dérangeait pas son père, bien au contraire. Elle interdisait la venue de toute femme à la maison, qu'il s'agisse d'une aventure ou même. Et alors, avec une terminologie tout à fait étonnante, dans le discours de cet homme, elle disait, c'est à elle ou moi. C'est-à-dire, il dit, vous savez, c'était pas commode, hein, elle rigolait pas, il fallait faire ceci, il fallait faire cela, ouh là là, oui. Mais, il dit, c'était parfait quand même, il y est très bien. Elle pense pour lui. Les mois et les années s'écoulent sans qu'aucun nouvel élément ne soit versé au dossier. Claude Nolibé reste mis en examen pour l'assassinat de sa fille. Et la juge va devoir décider, renvoyer cet homme devant la cour d'assises ou prononcer un non-lieu. Alors, en 1995, 4 ans après les faits, elle tente une dernière fois de relancer l'enquête. Elle fait appel à une nouvelle équipe de gendarmes. Les gendarmes doivent trouver de nouvelles pistes. En étudiant le dossier, ils s'étonnent que l'IME, l'Institut médico-éducatif situé à 600 mètres de chez Caroline, n'ait pas fait l'objet d'une enquête de voisinage. Ce qu'on a principalement demandé, c'est la liste des personnes qui résidaient dans cet établissement afin de pouvoir éventuellement faire des vérifications. Le 1er août 1991, le lendemain du meurtre, l'IME a fermé pour les vacances. Tous les pensionnaires de ce centre pour adultes déficients mentaux sont partis. Mais à leur retour, personne ne les a interrogés. Du coup, en 1995, les gendarmes réclament au directeur la liste des pensionnaires qui étaient encore présents le soir du meurtre, c'est-à-dire la veille de la fermeture. Il leur donne 5 noms. Cette liste, on l'a soumise à notre fichier national qui s'appelait à l'époque le fichier Midos et c'est revenu absolument négatif. Donc pour nous, la page s'était tournée. Aucun des 5 pensionnaires cités n'a de casier judiciaire. La dernière piste qui restait à explorer vient de l'être. Pas de suspect du côté de l'IME. Du coup, on en revient à Claude Nolibé. À l'issue de cette nouvelle enquête, il n'y a pas plus de preuves contre lui, mais il reste suspect. Le temps passe et l'homme désespère. Il a écrit au président de la République, il s'est débattu, il ne supportait plus que l'accusation soit maintenue. Et au bout du compte, le non-lieu sera prononcé en 1997. La justice a donc attendu 6 ans avant de prononcer un non-lieu, mais pour insuffisance de charge. Claude Nolibé est partiellement libéré de l'accusation qui pesait sur lui, mais en ville, il reste comme marqué au fer rouge. Claude a dû quitter Clairac puisqu'il était le paria, il était l'homme à abattre, il était devenu l'ennemi public numéro 1, vous savez, il n'était pas très loin de Messrine. Il a perdu sa fille, il a perdu sa dignité, il a perdu sa crédibilité, il a perdu ses amis, il n'y avait plus personne. Et là encore, je ne comprends pas que les gens aient pu l'enterrer vivant de cette sorte. C'était un marre de gars, quoi. Alors, qu'on l'accuse comme ça, pas possible.
Maître Gonel, en 1997, Claude Nolibé bénéficie enfin d'un non-lieu, mais pour insuffisance de preuves. Est-ce que ce non-lieu va calmer la rumeur et est-ce que ça va lui permettre de retrouver son honneur? Vous savez, il y a plusieurs types de non-lieux. Le non-lieu, faute de preuves suffisantes, c'est le non-lieu du pauvre. Et il a eu droit d'abord à ce non-lieu-là, qui était un non-lieu qui laissait peser le soupçon. Mais on lui disait, en quelque sorte, on n'a pas réussi à prouver que c'est vous, alors on rend un non-lieu. Tenez-vous bien, il était en effet heureux d'avoir ce non-lieu, mais toujours tracassé par le fait que le vrai coupable ne soit pas là, qu'on ne le cherche plus, qu'on ait abandonné les poursuites. Et lui-même était demandeur à ce qu'on cherche. Il venait me voir sans arrêt en me disant « et ceci, ça n'a pas été vérifié, et cela, pourquoi n'est-on pas allé voir dans cette direction ?» Il était constamment en demande de découvrir le vrai coupable. Le meurtre de Caroline n'est pas élucidé, mais l'enquête est abandonnée. Jusqu'à ce qu'en mai 2001, 10 ans après les faits, un élément déterminant soit découvert. Un pur hasard. C'est une femme de ménage qui a relancé l'affaire. Une employée de l'IME, l'Institut médico-éducatif de Clérac. En effectuant son service, elle découvre sous le lit dans une chambre un mot sur lequel il est indiqué « Je suis l'assassin de Caroline Nolibé ». Immédiatement, la femme de ménage transmet ce mot à la direction. À l'IME, c'est la stupéfaction. Quand j'ai appris que le pensionnaire en question, c'était Philippe Guindouze, j'ai été très étonnée. J'ai du mal à croire qu'il ait pu écrire ça. Philippe Guindouze, un pensionnaire de 38 ans qui s'accuse du meurtre de Caroline Nolibé 10 ans après. C'était un garçon qui était très gentil, très gentil, très attentionné, très poli, qui n'avait jamais une parole déplacée, qui n'avait jamais un geste déplacé, qui était courtois avec tout le personnel, qui vraiment c'était un peu le chouchou de tout l'établissement, quoi, hein. Toutes les dames de service ou autres, Philippe, c'était le petit protégé un petit peu, hein. L'enquête qui s'annonce n'a rien d'ordinaire. Philippe Guindouze a l'âge mental d'un garçon de 7 ans. Les gendarmes décident donc d'interroger le personnel de l'IME pour mieux le connaître avant de l'interpeller. Capitaine Patrick Pezous, vous êtes directeur d'enquête à la section de recherche d'Agen quand vous arrivez sur ce dossier en 2001. Quand les gendarmes se sont intéressés à l'IME en 1995, on ne leur a pas parlé de Philippe Guindouze. Pourquoi ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Il faut savoir qu'on est donc 4 ans après les faits. Lorsqu'on parle au directeur de cette affaire, c'est un peu la première fois qu'on lui en parle. Donc il ne traite peut-être pas avec tout le sérieux nécessaire, je pense, cette question. Essentiel puisqu'on est dans le cadre d'un assassinat, et il se retourne vers les moniteurs éducateurs et leur demande en fait de faire un travail de mémoire. Enfin, exactement, il leur pose la question. Et eux vont faire un travail de mémoire et ne vont pas se pencher sur un appui administratif qui, comme on le disait, aurait pu permettre de déterminer la liste exacte des pensionnaires cette nuit-là. Mon sentiment, à la suite des diverses auditions que j'ai menées au centre, puisqu'au centre, il y a quand même une 60aine de personnes, en aucun cas, le directeur, que tout le monde qualifie de très honnête, en aucun cas, le directeur n'aurait voulu mentir aux gendarmes. En aucun cas. Mais je crois savoir que l'ancien directeur, quelquefois, réglait personnellement des problèmes avec les familles quand il y avait eu des incidents pour ne pas qu'on parle de l'IME. C'est ce que nous ont dit certains personnels. Ils nous ont dit qu'effectivement, lorsque, par exemple, un petit cambriolage avait été commis, pour ne pas entacher la bonne image de l'institution, il arrivait que l'ancien directeur appelle les familles pour régler ça entre eux, pour que ni les services de police ou de gendarmerie ou de la justice ne passent sur ces événements. Mais tous sont unanimes. Pour un cas aussi grave, jamais le directeur n'aurait menti. Que vous disent-ils sur Philippe Guindouze ? C'est un personnage qui est déficient. Il a une déficience mentale qui est apparue dès l'âge de 2 ans, 2 ans et demi. C'est quelqu'un qui est très malin. Par ailleurs, c'est quelqu'un qui ne pose aucun souci. C'est quelqu'un de très tranquille,
quelqu'un qui est jovial, qui est souriant. D'une manière générale, c'est celui, nous dit-on, qui est le plus apte à reprendre une autonomie, par exemple, dans un foyer ouvert. Il faut 15 jours aux gendarmes pour interroger tous ceux qui connaissent Philippe Gendouze. Sa famille, bien sûr, mais aussi le personnel de l'IME qui s'occupe de lui depuis ses 17 ans. Et d'après eux, il n'a jamais fait de vagues au sein de l'établissement. Bon, je ne veux pas dire qu'il n'y ait pas eu quelques petites frictions, que chacun a son caractère, mais Philippe n'a jamais eu de problème, ni vis-à-vis de ses copains résidents, copains et copines résidents, ni vis-à-vis de l'encadrement, loin de là. Philippe Gendouze est issu d'une famille d'origine algérienne. Déficient mental, il a toujours fréquenté des instituts sans jamais perdre le contact avec sa famille. C'est vrai que la famille, c'était vachement important pour lui, très très important. Ouais. Elle est très présente avec Philippe, mais elle se mêle pas trop à l'IME, quoi. Elle vient, récupère Philippe, elle le ramène, mais bon, pas beaucoup de contact quand même avec l'établissement. Philippe Gendouze est suffisamment autonome pour vivre en foyer dans Clairac. Il y mène une vie simple, il a un emploi au CAT, le centre d'aide par le travail, et il a même une liaison avec une jeune femme de l'Institut. Philippe a eu quelques aventures, enfin au moins une qui a duré relativement longtemps, avec une pensionnaire de l'établissement. Je pense qu'ils ont vécu un petit peu ensemble, mais il n'a jamais multiplié les aventures. C'était un garçon qui était fidèle, qui était très attentionné par rapport à sa copine, et il aimait draguer, comme on dit, mais enfin ça s'arrêtait là, quoi. Hein. C'était un petit clin d'œil, c'était tout. Non, c'était un garçon qui était très réservé quand même, hein, de ce côté-là. Jusque-là, l'enquête de personnalité serait plutôt rassurante. Mais les gendarmes mettent la main sur un dossier très ennuyeux pour Philippe Gendouze. Il a un casier judiciaire pour une agression au couteau commise 6 ans avant le meurtre de Caroline. Un antécédent identique commis quelques années auparavant, en 1985, à Sainte-Livrade, village pas très éloigné de Clairac. Sainte-Livrade, c'est le village de ses parents. Le 12 novembre 85, Philippe Gendouze y est en vacances. Il s'ennuie. Alors, il suit une jeune fille. Elle a 17 ans. Il la trouve jolie. Et tout à coup, il saute sur elle, avec un couteau, pour la violer. Mais elle se débat, il la poignarde au ventre. Avant de s'enfuir en la laissant pour morte. À la suite de l'agression de 1985, Philippe Gendouze est hospitalisé d'office au centre psychiatrique de la Candélie, près d'Agen. Il en ressort au bout de quelques mois et il reprend sa place au sein du foyer de Longueville. Dominique, Philippe Gendouze n'a pas été jugé pour cette première agression de 1985. Pourquoi ? Il a été déclaré irresponsable au sens pénal de ses actes. C'est l'irresponsabilité pénale. À l'époque, c'était l'article 64 du Code de procédure pénale. L'expert rend son rapport et dit que la personne n'est pas accessible à une sanction pénale. Et je vous en lis un passage. Il s'agit d'un débile mental simple, inapte à toute gestion que ce soit, et qui doit être protégé. Le milieu familial, le sien, justifie une enquête sociale, il doit être mis sous tutelle. Alors effectivement, Philippe Gendouze va être placé sous tutelle en mai 86. Il n'y aura pas d'instruction judiciaire, l'affaire s'arrête là. Il y aura une audience au civil pour indemniser la victime, cette jeune fille de 17 ans qui a été poignardée, c'est tout. Et donc Gendouze ne fera pas de prison ? Il ne fera jamais de prison. Après cette agression, il va être placé dans un hôpital psychiatrique. C'est comme ça que ça se passe. Dans cet hôpital, on dit si on peut ou non le laisser sortir, s'il présente une dangerosité ou non. On va décider au bout de 3 mois de le laisser ressortir, sans aucune surveillance particulière. Quand Philippe Gendouze revient à l'IME, les membres du personnel apprennent tout ce qui s'est passé. L'agression, l'arrestation. Certains se demandent alors si l'Institut est bien adapté à un cas comme le sien.
J'ai été surpris effectivement que Philippe vienne sur l'institution parce que je me demande si l'institution était vraiment le cadre pour accueillir ce type de public. Un garçon qui avait des soucis avec les filles nous demandait un placement dans un établissement mixte. Il y avait sûrement d'autres établissements qui auraient été susceptibles de l'accueillir à l'époque. Et bon, il est évident qu'on nous avait prévenus et qu'on nous avait demandé d'ouvrir l'œil sur Philippe, sur son attitude vis-à-vis des filles. À l'IME, tout le monde connaissait donc le passé de Guendouzi, mais personne n'a réagi au moment du meurtre de Caroline. Capitaine Pezous, comment expliquez-vous qu'en 1991, quand a lieu le meurtre de Caroline, personne à l'IME ne fasse le rapprochement avec ce qu'avait commis Philippe Guendouzi quelques années auparavant? Le 1er août, l'institut est vide. Il n'y a plus personne. Après 8h ou 9h du matin, où les derniers pensionnaires sont partis, l'institut est vide. Donc tous les personnels administratifs, les éducateurs, moniteurs, sont chez eux. Et donc les enquêteurs qui ont fait un travail de vérification tout le long de l'itinéraire, lorsqu'ils se présentent à l'IME, ils n'ont pas de réponse. C'est d'ailleurs mentionné dans un PV de constatation de l'époque. IME, aucun renseignement. Ils ne peuvent pas avoir de renseignement, il n'y a plus personne. Mais quand tout le monde rentre de vacances, à ce moment-là, il y a peut-être certains éducateurs qui peuvent se poser des questions ou faire des rapprochements. Effectivement, ils auraient pu se poser ces questions. Mais entre-temps, la responsabilité du père a été engagée dans ce dossier. Il a été entendu, placé en garde à vue et même écroué. Et donc, aux yeux de tous, sa responsabilité, c'était lui, l'auteur de l'assassinat. Donc, il n'y avait peut-être plus de raison à élaborer et à faire un travail de mémoire pour savoir si éventuellement un pensionnaire pouvait être impliqué dans cet acte. Le 30 mai 2001, au bout de 20 jours d'enquête, vous effectuez une perquisition dans la chambre de Philippe Guendouzi. Comment réagit-il? Dès que nous pénétrons dans la chambre de Philippe Guendouzi, il va se dresser sur son lit et nous dire « j'ai tué personne ». Alors qu'aucune question ne lui a encore été posée, voilà quels sont ces mots à notre entrée dans la chambre. Et que découvrez-vous dans sa chambre? Des écrits, des vêtements, 3 couteaux et un gant sectionné à hauteur du poignet. Parmi les écrits, nous noterons du 31 juillet au 1er août 92, une petite erreur sur l'année, la fille Nolibé est morte, elle s'est faite assassiner non loin de Longueville, et au verso de ce document est inscrite « M tuer la prochaine ». Il y a également écrit « liste que je dois tuer », liste que je vais agresser. Et les couteaux? L'Opinel va nous être désigné au cours de sa garde à vue par lui-même comme étant l'arme utilisée lors du crime. Il nous dira également que le gant qui a été saisi est un gant qu'il voulait utiliser pour essayer de masquer ses empreintes éventuellement qu'il aurait pu laisser sur la fille. Voilà. Donc vous le placez en garde à vue, et comment se déroule cette garde à vue? On a essayé, si vous voulez, de le mettre en confiance, puisque c'est quelqu'un à qui il faut laisser le temps d'assimiler les questions et de formuler ses réponses. Donc, si vous voulez, on a demandé à une enquêtrice, assistée d'un enquêteur également, mais à une femme, de gérer et de diriger cette garde à vue. Que dit-il, lui? Il dit « j'ai marqué la vérité dans ce papier ». Et donc, il se désigne comme l'auteur de l'assassinat. Philippe Guendouzi explique que depuis sa chambre, il voyait passer Caroline Nolibé presque tous les jours. Il l'a trouvée jolie. Le soir du 31 juillet 91, il est 22h45 quand Caroline revient de chez sa mère, son parapluie sous le bras. En la voyant s'approcher, Philippe Guendouzi prend un couteau et un gant, puis il descend sur le quai. Il la rattrape. Arrivé à 1 mètre derrière elle, il la poignarde dans le cou. Il raconte que Caroline n'est pas tombée. Elle lui a demandé « Mais qu'est-ce que je t'ai fait ?» Guendouzi plante son poignard une 2e fois sans savoir où. Cette fois, il atteint le cœur. Guendouzi explique qu'il voulait juste lui faire peur. Il n'ajoute rien de plus. Philippe Guendouzi parle aux gendarmes en confiance, comme s'il ne mesurait pas la gravité de ses déclarations.
10 ans après le meurtre, ses aveux tardifs soulagent tout le monde. À l'issue de cette garde à vue, Philippe Gendouze va être présenté au juge d'instruction rapidement, mais il va confirmer effectivement ses aveux. Il va être placé en détention et à partir de là, la machine judiciaire est lancée et je dirais que on n'a pas besoin de reprendre l'enquête puisque par définition, on a quelqu'un qui a avoué être l'auteur du meurtre. Le 26 juin, moins d'un mois après l'interpellation de Gendouze, la juge d'instruction organise une reconstitution. L'accusé se prête au jeu. La juge d'instruction lui demande de désigner le parapluie de sa victime parmi 3 autres. Il hésite et finit par montrer celui de Caroline. Il situe ensuite le lieu de l'agression à 70 mètres de l'entrée de la maison des Nolibé. Gendouze réitère ses aveux et c'est tout ce qu'on voulait. Mais pour son avocat, cette reconstitution tourne au cirque. Lors de la reconstitution, il explique sortir une première fois du foyer et rentrer dans le foyer pour prendre son couteau. Et alors qu'il s'apprête à ressortir, sur question du juge d'instruction, vous ne prenez pas autre chose ? Non, rien du tout. Un gant peut-être ? Ah oui, un gant. Parce qu'effectivement, au cours de la garde à vue, il a expliqué qu'il avait pris un gant pour la main gauche d'ailleurs, alors qu'il est droitier. Il ressort, il se trompe de chemin. Il tourne sur la gauche, alors que la maison de Caroline est plus loin, à un autre embranchement. Alors, bien évidemment, il revient sur ses pas, il repart, expliquant qu'il l'a perdu de vue, alors que pendant la garde à vue, il explique qu'il l'a suivi tout le long du chemin, et à aucun moment, il ne parle de s'être trompé. Donc, il y a déjà, à ce moment-là, beaucoup de contradictions entre les gestes qu'il mime pendant la reconstitution et ce qu'il a pu expliquer pendant la garde à vue. Mais 3 mois après la reconstitution, Philippe Gendouze se rétracte devant le juge d'instruction. Il prend conscience de la gravité des déclarations qu'il a faites et de ses conséquences. Et on peut estimer qu'il revient sur ses aveux peut-être par stratégie, mais aussi parce que ce qui était un jeu pour lui jusqu'à présent innocent est quelque chose qui est en train de se transformer en une sorte de machine qui risque de lui échapper totalement et de l'emmener beaucoup plus loin que ce qu'il croyait. Cette rétractation ne change rien. Philippe Gendouze a échappé à la justice en 1985, mais pas cette fois. Il est renvoyé devant la cour d'assises du Lot-et-Garonne. Docteur Pierre Lamotte, vous êtes expert psychiatre. Philippe Gendouze a été examiné à plusieurs reprises. En mai 2001, une expertise a conclu qu'il pouvait être jugé. 6 mois plus tard, en octobre, qu'il ne pouvait pas l'être. Vous-même, vous l'avez examiné et qu'en avez-vous conclu ? Eh bien, nous avons conclu, si on peut dire entre les deux, qu'il est accessible à la sanction pénale, que sa responsabilité persiste, mais que malgré tout, son état entraîne une altération de son discernement et du contrôle de ses actes. Alors, ça ne veut pas dire que sa responsabilité est atténuée, mais ça veut dire qu'il faut en tenir compte pour prononcer sa peine et son exécution. Donc selon vous, sa responsabilité n'est pas abolie, il peut donc être jugé ? Il peut être jugé. Alors comment on peut expliquer qu'à 15 ans d'intervalle, une fois il a été jugé irresponsable pour des faits tout à fait similaires, et l'autre fois, il a été jugé responsable ? Quand on vous montre quelqu'un qui a donné des coups de couteau, mais avec une explication, il a rattrapé, il n'a pas osé, il ne savait pas comment, etc., la pression est beaucoup moindre pour investiguer en profondeur les relations de l'auteur avec la victime, de l'auteur avec son crime, que lorsqu'il y a eu crime avec mort. La mort impose, je pense, une vision assez différente. Et ça ne m'étonne pas qu'il puisse y avoir, à clinique égale, des observations un peu différentes sur la question de la responsabilité. Parce que les conséquences ne sont pas les mêmes. Parce que les circonstances n'étaient pas les mêmes, même si les conséquences aussi sont différentes. Maître Michel Gonel, 10 ans après les faits, donc le 30 mai 2001, la justice accorde à Claude Nolibé un non-lieu qui le blanchit totalement. Est-ce que ça va enfin changer sa vie ?
Il est désormais un homme à la retraite, un homme malade, un homme dont la famille lui a tourné le dos, dont les amis sont désormais peu nombreux, et il est quand même un homme brisé déjà. Est-ce que votre client en a voulu aux gendarmes qui n'ont pas enquêté dans l'environnement de l'IME en 91 au moment des faits? Claude Nolibé n'est pas quelqu'un qui en veut à la terre entière. Il n'est pas quelqu'un qui en veut à la gendarmerie tout entière. Il en veut précisément à ceux qui l'ont gardé à vue dans des conditions abjectes, ça oui, mais il n'en veut pas aux gendarmes qui n'ont pas recueilli des renseignements qu'on n'a pas voulu leur donner. Premier temps, la maison était fermée. Deuxième temps, le directeur, malheureusement, leur donne une liste erronée. Je pense que le directeur, qui a voulu privilégier le confort de son établissement, hélas, a fait preuve d'une très grande lâcheté en ne communiquant pas le nom de tous les pensionnaires, y compris celui de Philippe Guindouze. Voilà. La petite tranquillité de l'établissement est passée avant le souci de la vérité. Philippe Guindouze comparaît donc le 10 janvier 2004 devant la cour d'assises d'Agen. Du haut de ses 7 ans d'âge mental, il doit répondre de ses actes. Mais il n'est pas le seul, car dans cette affaire, la justice aussi a quelques comptes à rendre. En soupçonnant injustement Claude Nolibé, la justice s'est trompée. Alors au procès, tout le monde attend qu'elle reconnaisse son erreur et lave l'honneur du père de Caroline. Quant à Philippe Guindouze, ses défenseurs ont peu de doutes sur son sort. C'est dans une ambiance lourde que le procès de Philippe Guindouze commence en 2004. Parce que la justice s'est déjà trompée une fois dans ce dossier. Elle ne peut pas se permettre une autre erreur. Et donc sur le banc des accusés, il y a Philippe Guindouze, il y a également l'institution judiciaire qui a déjà failli, et d'un autre côté, Claude Nolibé, qui doit pouvoir obtenir enfin la condamnation de l'assassin de sa fille et, aux yeux de tous, se voir totalement blanchi des accusations qui avaient porté contre lui. Dans le box des accusés, Philippe Guindouze a l'air d'un enfant un peu perdu. Il assiste à son procès comme à un spectacle. Il sourit, salue de temps en temps sa famille. Impossible de savoir s'il comprend vraiment l'enjeu. Moi, je le revois toujours autour de ses avocats. Il est là, il regardait comme si, je sais pas moi, comme s'il était n'importe où. Mais il n'avait pas l'air inquiété, il n'avait pas l'air... Alors, on ne sait pas s'il se rendait compte, mais il avait l'air de quelqu'un de normal, quoi, enfin, plutôt. Philippe Guindouze, c'est pas quelqu'un qui fait peur. Il n'a pas l'air d'un meurtrier ou d'un prédateur, d'abord parce que physiquement, c'est quelqu'un qui est petit, hein, il mesure 1m58, il est un petit peu rond. Est-ce qu'il comprend pas? Il comprend clairement qu'en effet, il a commis une infraction, etc. À quel niveau il situe cette infraction et est-ce qu'il se rend compte de sa gravité? C'est pas du tout évident, mais quelque part, il doit quand même la comprendre parce que son attitude à la barre, ça va être de contester. Philippe Guindouze répète « La fille, je ne l'ai pas tuée ». Cela fait bientôt 3 ans qu'il dit la même chose. Et à son procès, il ne varie pas. Les auditions des personnels de l'IME s'enchaînent. Ils sont unanimes. Philippe était le plus doux du centre. Un agneau. Mais les parties civiles ont fait citer la victime de 1985. À la barre, 19 ans après les faits, elle se souvient avec effroi de ce jour où elle a cru mourir. Il est accablant, ce témoignage. Il est absolument accablant pour Philippe Guindouze parce que je dirais que c'est un élément à charge supplémentaire, mais c'est, si vous me passez l'expression, un petit peu la cerise sur le gâteau, quoi. Et c'est une agression qui est, dans le mode opératoire, totalement identique à celle qu'a subie Caroline Nolibé. La seule différence qu'on a entre les deux agressions, c'est le fait que Caroline Nolibé est décédée et que cette victime-là, parce qu'il l'a agressée de face, parce qu'elle a réussi à se protéger plus ou moins en mettant sa jambe, elle n'a pris qu'un seul coup de couteau à l'abdomen et donc elle n'a été que blessée. Reste à comprendre comment cet homme dont tout le monde vante la douceur a pu devenir aussi violent. C'est au tour des experts d'intervenir.
Docteur Pierre Lamotte, est-ce que vous avez trouvé des explications à son passage à l'acte ? Des explications à son passage à l'acte, j'en aurais certainement trouvé s'il avait accepté de parler de son passage à l'acte. Des hypothèses par rapport aux explications, oui, on a des hypothèses. Il a peur pour aborder, il suit, il ne sait pas comment faire, etc. Puis il s'exaspère, il part en colère avec le sentiment de sa propre impuissance et de la possibilité d'être rejeté, puisqu'on n'est même pas sûr qu'il ait été rejeté ouvertement. Il nous le dit, qu'il est facilement blessé et qu'il est facilement dévalorisé, qu'il soit dans un sentiment de désespoir, d'impuissance en quelque sorte, comme ça, ou avec le sentiment qu'il n'y arrivera jamais, ça peut être une explication sur un passage à l'acte très violent avec un couteau, alors même qu'il souhaite entrer en relation normale. Et il obéit à des pulsions à ce moment-là ? Je pense qu'il a des pulsions, oui. C'est pas une pulsion à tuer en disant je veux jouir du meurtre, je veux posséder l'autre, etc. Elle va encore, c'est même pas la peine que. Et de là à partir dans l'idée, elles sont toutes, elles sont méchantes avec moi et je dois faire quelque chose. Ça pourrait être une hypothèse. Pour les défenseurs de Claude Nolibé, l'enjeu de ce procès est aussi de désigner ceux qui connaissaient le passé de Gendouzi et qui se sont tus. Les critiques fusent contre l'ancien directeur de l'IME. Si chacun avait dans cette affaire pris sa part de responsabilité, pris la conscience de l'importance de guider l'enquête objectivement, on aurait épargné des années de misère morale à un homme qui ne le méritait pas. Et ça, voyez-vous, c'est quelque chose qui est indélébile. L'avocat général tient lui aussi à rétablir l'honneur du père de Caroline. Ces réquisitions sont très attendues. Mais dans la salle d'audience, tout le monde est surpris par leur intensité. Il s'est retourné vers Claude Nolibé, je m'en souviens très bien, et il lui a dit qu'en qualité de représentant de la société, du ministère public, Claude Nolibé devait recevoir les excuses de la justice française par rapport à tous les manquements qui avaient été perceptibles, toutes les erreurs qui avaient été commises et tous les entêtements qui s'étaient fait jour et qui étaient inacceptables. C'était un des moments forts, sinon le moment le plus fort du procès. Les réquisitions de l'avocat général se poursuivent, cette fois pour juger du sort de Philippe Gendouzi. Il ne suggère aux jurés aucune clémence pour le crime de Caroline. Dans ces réquisitions, l'avocat général va aborder bien évidemment les petits mots qui ont été écrits par Philippe Gendouzi. Et contrairement à ce que disent tous les éducateurs, le psychologue ou le psychiatre de l'institution, eh bien il les prend au pied de la lettre. Et c'est tellement vrai qu'il va s'appuyer sur le petit mot écrit par Philippe Gendouzi, intitulé « La liste des personnes que je dois tuer », pour exprimer sa conviction que Philippe Gendouzi était à la veille de passer à l'acte envers de nouvelles jeunes femmes. Pour ce crime, Gendouzi mériterait la perpétuité, rappelle l'avocat général. Mais compte tenu de la déficience de l'accusé, il réclame 13 à 15 ans de prison. La défense ne remonte pas la pente. Elle plaide l'acquittement sans grand espoir. Philippe Gendouzi prend 15 ans. Je suis anéanti, très sincèrement. D'abord parce que c'est le prononcé d'une culpabilité, et ensuite parce que la peine qui est prononcée, 15 ans, est extrêmement lourde. Elle est extrêmement lourde, non pas au vu des faits, mais au vu de la personnalité de Philippe Gendouzi. Et encore une fois, beaucoup d'experts se sont succédés et tous concluent qu'une sanction longue n'aurait aucun intérêt. C'est la symbolique de la sanction. Et c'est ce qui me fait véritablement penser que dans ce procès, ça n'est pas uniquement Philippe Gendouzi qui a été condamné. Ce sont les errements de la justice, les erreurs qui ont pu être commises, et on voulait absolument avoir un responsable. Maître Michel Gonel, au cours du procès, la justice a demandé pardon à Claude Nolibé. Est-ce que cela suffit à effacer des années de soupçons et de déshonneur? Non, ça ne suffit à rien. En fait, parce que on ne peut pas réparer réellement. Il y a des réparations matérielles qui sont d'ailleurs
insuffisante, toujours insuffisante. Vous voyez, Claude Nolibé, aujourd'hui, quand je vous disais qu'il ne veut plus entendre parler de cette affaire, ça veut dire que cette affaire est toujours dans sa tête une blessure terrible. S'il ne veut plus en parler, c'est parce que il n'est pas guéri, et qu'il est toujours atteint, et qu'il le sera jusqu'à la fin de sa vie. Claude Nolibé a-t-il été indemnisé à hauteur de son préjudice ? Son préjudice est énorme, et aucune indemnité ne peut réparer un tel préjudice. Mais néanmoins... Parce qu'il a tout perdu quand même. Il a tout perdu. Il a perdu son cercle d'amis, il a perdu beaucoup de choses dans cette affaire. On l'a expertisé, un médecin l'a expertisé. On lui a reconnu 80% d'invalidité, dont la moitié imputable à cette affaire. L'État lui a versé environ 50 000 euros. C'est une somme qui apparaîtra dérisoire par rapport à une vie brisée, irréparable. Philippe Gendouze n'a pas fait appel de sa condamnation. Quant à Claude Nolibé, il a quitté Clairac. Il n'a plus la force d'évoquer ce drame. C'est aujourd'hui un homme brisé.